Delatte. Christophe Delatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire absolument mythique, même s'il est tout à fait possible que vous n'en ayez jamais entendu parler. C'est l'histoire de deux alpinistes qui, en 1977, se sont lancés dans un défi fou. Vaincre un sommet de l'Himalaya qui n'avait jamais été vaincu. Le sommet de l'Ogre, une montagne du Pakistan qui n'est pas la plus haute, 7300 mètres, mais qui jusque-là avait avalé tous ceux qui avaient voulu la défier. Ces deux alpinistes s'appellent Doug Scott et Chris Bonington. Ils sont arrivés en haut, mais le mythe vient surtout de leur descente vers le camp de base. Doug Scott est descendu en rampant. J'ai bien dit en rampant. Voici donc la première ascension de l'Ogre, revisitée pour On te la raconte, une histoire que j'ai écrite avec Christophe Dumazer, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Delatte. Laissez-moi d'abord vous présenter la bête. On se met face à une carte. Vous voyez l'Inde ? Ok. En haut à gauche de l'Inde, c'est le Pakistan. Et maintenant, regardez tout en haut du Pakistan, au nord, dans le prolongement de l'Himalaya, en fait. Là se trouve un massif montagneux qu'on appelle le Karakoram, ou le Karakorum, les deux se disent, qui héberge entre autres le deuxième plus haut sommet du monde, après l'Everest, le K2. Mais ce n'est pas lui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'un de ses voisins, le Bentabrak, connu dans le monde de l'alpinisme par son petit nom, l'Ogre. L'Ogre parce que, au moment où débute cette histoire, en 1977, il a avalé des dizaines et des dizaines d'êtres humains. Personne n'est jamais arrivé à le vaincre. Personne. Et c'est le défi que vont se lancer nos deux héros du jour. Douglas Scott, un Écossais de 36 ans, et Chris Bonington, un Anglais de 44 ans. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, leur histoire, relève du mythe absolu dans le monde de la grimpe. Et vous allez vite comprendre pourquoi. L'idée de s'attaquer à l'Ogre traîne dans la tête de Douglas Scott depuis un bon bout de temps. Mais la décision de se lancer date du tout début de l'année 1977. Il y a 2 ans, Douglas a fait l'Everest, par la face sud-ouest, la pire. Premier Britannique à passer par là. Pas mal. Mais l'Ogre, il serait le premier tout court. Le premier humain. Et il faut pas traîner parce qu'il y a du monde sur le coup. L'année dernière, il y a 2 ans, des Japonais ont tenté leur chance. Ils ne sont pas arrivés au sommet, mais ça s'est joué à un chouïa. Et dans la foulée, l'Américain Morrison a tenté le coup lui aussi. Il était bien parti, mais ses porteurs se sont mis en grève, ils ont réclamé le doublement de leur salaire. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Si Doug veut être le premier, il faut y aller maintenant. Alors il appelle son copain Clive, qui évidemment sera de l'aventure. Qu'est-ce que tu penses si on y va cet été ? Ah ouais, t'as raison, ouais. En espérant que personne se lance avant nous, Clive, donc, en sera. Et aussi Mo. Mo dont la première qualité est d'avoir de la gouaille et de l'humour. Et vous verrez, ils en auront besoin. Et la seconde qualité, c'est qu'il est riche. Riche comme Crésus depuis qu'il a inventé un piolet à lame courbe et un casque de sécurité. Ça peut aider, ça aussi. Et puis il y aura Tut, un grand calme. Ça aussi, ça servira. Et Nick, un bon vivant. Et puis le vétéran, Chris Bonington, un vieillard de 44 ans. Tous britanniques. Et là, il faut que je vous raconte une anecdote assez symbolique de l'époque. Jusque-là, Douglas Scott a toujours fait des expéditions sans faire d'histoire, comme il dit. C'est-à-dire sans emporter de caméra. Juste pour la beauté du geste, sans se faire mousser. Mais là, en 1977, on bascule dans le monde des images. Chris Bonington a une proposition de contrat publicitaire. La marque Bovril, qui fabrique un extrait de bœuf en bocal, très apprécié le soir au bivouac, lui propose 3000 livres pour tourner un petit film publicitaire. Pendant l'ascension, la téloche au sommet de l'Ogre. Nick, qui s'est filmé, est d'accord pour faire des images. Je vous passe les détails, mais il y a débat dans l'équipe. Doug n'est pas chaud. On va pas s'embarrasser de tout ce matériel, enfin. On part pas en promenade.
Ah bon? Tu craches sur 3000 livres maintenant? L'argument est imparable. Et donc, ils prendront la caméra. Ah, une chose que je veux absolument vous dire avant qu'on se retrouve là-bas, au pied de l'ogre. On est dans les années 70. On est en plein babacoulisme. Et donc, ils ont décidé qu'il n'y aura pas de chef, pas de leader, et pas non plus de planning et de tableau de service. Chacun s'impliquera selon son expérience et sa personnalité. Ils vont le faire à la cool. Rendez-vous au pied de l'ogre. Et le 23 mai, toute l'équipe se retrouve à Rawalpindi, dans le Pendjab, à quelques dizaines de kilomètres de l'ogre. Et là, ça n'est pas comme au Népal, hein. À cette époque-là, les alpinistes, on n'aime pas trop au Pakistan. Mais un soir, ils parviennent à s'introduire au club de l'ambassade britannique, So Chic. Et là, ils obtiennent un rendez-vous avec l'ambassadeur. Et l'ambassadeur leur arrange les bidons avec le ministère du Tourisme. Ils obtiennent notamment un prix raisonnable sur la rémunération des porteurs. Et quelques références de prix au cas où il faudrait négocier avec eux en chemin. Ils peuvent donc partir. Le 4 juin, l'expédition et sa caravane de porteurs se mettent en marche. Première nuit, à 3600 mètres. Deuxième nuit, à 3800 mètres. Et les voilà au camp de base. 30 degrés le jour et moins 20 degrés la nuit. Là, tout le boulot consiste à transporter à dos d'homme 1 mois de nourriture et de carburant jusqu'à l'étape suivante, le camp de base avancé. Allez, retour. Allez, retour. Ça dure plusieurs jours. Et c'est une excellente manière de s'acclimater. Et à partir de là, voilà comment ça se passe. Pendant cette phase de l'ascension, la phase d'approche, l'expédition se sépare tous les jours en 2 équipes, dont la composition varie d'ailleurs selon les envies des uns et des autres. Le babacoulisme est toujours là. Une équipe monte les vivres et les combustibles du camp de base avancé jusqu'au camp numéro 1, par exemple. Et l'autre équipe installe des cordes fixes au-delà du camp numéro 1, que les autres pourront emprunter le lendemain avec leur barda, et ainsi de suite, jusqu'à 6300 mètres d'altitude. Et c'est là, à 6300, que ça commence vraiment. Sauf qu'il y a du tangage dans l'équipe. Et ça s'aggrave quand un soir, Chris Bollington, le vétéran, fait une petite annonce. Bon les gars, je voulais vous dire, demain, Nick et moi, on part pour le sommet. Tous les 2. Je ne vous dis pas la tête des autres. Eux, ils se sentent pas prêts, pas assez acclimatés. Ils pensent qu'il manque encore des vivres et du combustible pour se lancer. Bref, ils pensent que c'est trop tôt. Et ils ont les boules, hein, comme on dit, de voir les 2 autres se lancer sans les attendre. Les grosses boules. Mais ça ne change pas les plans de Chris et de Nick. Et le lendemain matin, 24 juin à l'aube, ils chargent 1 semaine de vivres sur leur dos. Et c'est parti, droit vers le sommet. Les autres trouvent leur tente vide au réveil. Ils sont dégoûtés. D'autant que, je ne vous l'ai pas encore dit, en installant les cordes fixes, Doug a fait tomber un bout de rocher et Tut l'a pris sur la jambe. Il a rien de cassé, hein, mais il a mal, très mal. Et donc, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas partir tout de suite, dans le sillage des 2 séparatistes. Trois jours plus tard, Doug, Clive, Mo et Tut, encore un peu boiteux, s'élancent à leur tour, en pestant toujours contre Chris et Nick et en même temps en s'inquiétant pour eux. Ils leur en veulent d'avoir fait bande à part. Mais au fond, ils les trouvent courageux. Avant de partir, Chris a laissé un plan de son ascension. Bon, d'après leur plan, ils devaient arriver au sommet le 28. On est le 29, putain! On n'a aucune nouvelle! Pourvu qu'il leur soit pas arrivé un truc, les cons! Et le problème,
c'est qu'ils n'ont pas pris la même voie qu'eux. Et donc, au bout de 2 jours, toujours sans nouvelles, ils décident de bifurquer, de rejoindre leur itinéraire, de les chercher, quoi. Le soir, ils plantent leur tente. Doug dort avec Tut. Et vers 5h30... Doug se réveille. Il se demande s'il n'a pas rêvé. Il tend l'oreille. Et il les entend. Il les entend qui s'approchent dans la nuit. Nick et Chris, vivants, épuisés. Nick a la peau du nez cramée par le soleil. Et Doug demande à Chris: Vous l'avez fait? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? On a manqué de vivre. Manqué de combustible. Et puis... je crois qu'on a manqué de force. Bref, il n'était pas assez acclimaté. Et Nick confesse que pour avancer, il a gobé de la codéine et du mogadon. Il s'est dopé. Moi, j'arrête là, les gars. Je continue pas, je descends. Et toi, Chris? Ah non, moi je vais jusqu'en haut, hein. Et donc, Mo, Clive, Tut et Doug réintègrent Chris dans la bande. Il a eu du cran tout de même. Et bien qu'épuisé, il est prêt à continuer. Ça se respecte. La hache de guerre est enterrée. Et finalement, Tut aussi capitule. Sa jambe lui fait trop mal. Il attendra au camp de base, avec Nick. Doug écrit: J'aurais donné n'importe quoi, à ce moment-là, pour être chez moi avec les miens. Et puis 1h30 plus tard, je jette un coup d'œil dehors. C'est l'heure du coucher de soleil. Et je me dis qu'il n'y a pas d'autre endroit où je souhaiterais être que là, à 6700 mètres d'altitude. Et donc à 4, Doug, Chris, Mo et Clive, ils reprennent leur marche vers le sommet. Et ils arrivent en vue de cette tour qui chapeaute l'ogre. Que dis-je, une tour? Un donjon. Ce qui est compliqué à cette altitude, on approche des 7000 mètres, c'est qu'entre chaque série de mouvements, il faut s'arrêter et oxygéner ses muscles. La nuit tombe, ils creusent une grotte dans la neige et tous les 4 s'endorment comme des loirs. C'est demain qu'ils s'attaquent au sommet. Quand le soleil se lève, rien n'est encore décidé sur qui va monter là-haut, qui avec qui. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de chef. Doug ferait bien équipe avec Clive, plutôt qu'avec Chris, qui, depuis sa tentative séparatiste, n'a pas trop la forme. Mais finalement, Clive décline. Je suis désolé, mon petit Doug, mais j'ai promis à Maud de l'aider à filmer. Allez-y, passez devant avec Chris. On sera juste derrière vous. On va vous filmer de loin. Voilà comment s'écrit l'histoire. S'il doit y avoir un exploit aujourd'hui, si pour la première fois de l'histoire, 2 hommes doivent poser le pied sur le sommet de l'ogre, ils s'appelleront Doug Scott et Chris Bonington. Bonne chance, les gars. Et c'est parti. Mètre après mètre, dans une neige molle et profonde, Doug et Chris arrivent à 120 mètres du sommet. Mais 120 mètres quasi verticaux. Et Doug voit bien que Chris est au bout de ses forces. Il n'a pas récupéré de sa tentative séparatiste. Doug lui dirait bien: « Putain, avance! Si tu vas pas plus vite, on n'y arrivera jamais !» Mais il se tait. Il dit juste: « Je passe devant !» Putain, c'est l'escalade la plus difficile que je n'ai jamais réalisée. Il ne reste plus qu'un dernier couloir de neige jusqu'au sommet. Et là, Doug grimpe sur les épaules de Chris. Il se hisse jusqu'au sommet et Chris le rejoint. Et ils y sont. Ils sont au sommet de l'ogre. Les premiers humains à fouler le sommet. Et là-haut, tout en haut, Doug et Chris réalisent qu'il est 19h, que la nuit est en train de tomber et qu'ils n'ont ni sac, ni lampe frontale. Et donc il n'y a pas le choix.
Faut redescendre, mec. Faut redescendre maintenant. Doug attaque la descente le premier, pendu à une corde gelée. Il se lance dans des petits sauts en direction d'une fissure. À un moment, il pose les pieds sur une couche de glace, elle est trop fine, zip! Ses pieds ripent sur la glace, il part en pendule, il se met à tournoyer dans le vide, il peut pas s'arrêter, et bam! Bam! Il vient de s'écraser contre la roche. Il a perdu ses lunettes, il a perdu son piolet, la corde se stabilise. Il teste ses jambes, d'abord la gauche, aïe! Et puis la droite, aïe! Il s'est cassé les jambes. Il réussit à s'accrocher à un piton. Chris! Chris, vas-y! À toi! Chris le rejoint. Chris! Chris, putain! Chris, je crois que je me suis pété une jambe! Et même deux, je crois! Ah, putain! Et le pire, c'est qu'en bas, dans leur sac de couchage, dans la grotte, Mo et Clive ont tout vu. Mais c'est trop tard. Ils ne peuvent pas les rejoindre. La nuit est tombée. Doug et Chris n'ont pas d'autre choix que de passer la nuit là, sur une petite terrasse de neige. Et ils ne sont pas assez équipés, ils n'ont que des pulls et leur coupe-vent, et rien à manger, et rien à boire. Ils passent toute la nuit, face à face, Doug avec ses deux jambes cassées, à se masser les orteils pour éviter les gelures. Une nuit interminable. Mais Chris finit par s'endormir, et Doug l'entend ronfler. Mo et Clive grimpent à leur rencontre et pendant 2 heures, Chris, à genoux, comme un crabe, attaque la descente mètre par mètre. Et il leur faut 2 heures pour atteindre la grotte. Ouf! Doug et Chris peuvent enfin manger et boire chaud. Ils se glissent dans leur sac de couchage. Pause. Le lendemain matin, il fait un temps de chien. Il a neigé toute la nuit, l'entrée de la grotte est bouchée. Oh putain! C'est la tempête, les gars! On peut pas descendre aujourd'hui! Sauf qu'hier, ils ont mangé leur dernier repas lyophilisé. Le lendemain, c'est encore pire. Mais là, pas le choix. Faut y aller. Et la meilleure solution, c'est de remonter jusqu'au sommet, figurez-vous, et de redescendre de l'autre côté, qui est plus direct. Et Doug n'a pas d'autre choix que de ramper dans la neige. Ramper, entraînant ses jambes inertes derrière lui, pendant que les 3 autres, magnifiques, le sécurisent autant qu'ils le peuvent, mètre par mètre, dans la tempête. Et tout d'un coup... Ah! Chris vient de faire une chute de 7 mètres. Il s'est fracassé la poitrine sur la paroi et, sur le moment, il ne réalise pas. Mais il vient de se casser plusieurs côtes. La Skumun. Ils arrivent qu'à un campement abandonné par une expédition japonaise. Et là, Chris se met à tousser. Pourvu que ce ne soit pas un œdème pulmonaire. Et ils n'ont rien à manger, rien. Et cette descente à pas de fourmis, de rocher en glacier, dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 8 jours. Ça fait 8 jours que Doug s'est brisé la jambe, 7 jours que Chris s'est fracassé contre la paroi. Et maintenant, il crache des glaires oranges. Mais il ne se plaint pas. Jamais. À l'approche du camp de base, Clive part en éclaireur. Il revient 2 heures plus tard. Vous allez pas le croire, les mecs! Tuténique! Ils ont dû penser qu'on était morts? Ils se sont tirés, ils sont pas au camp de base? Heureusement, ils ont laissé des vivres. Et quand le quatuor arrive, après une descente dantesque de 8 jours, il y a au moins à manger. Ils sont sauvés.
Au camp de base, Mo décide d'aller chercher des porteurs. Et les jours passent. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Rien ne vient. Faudrait pas que Mo soit tombé dans une crevasse sur le glacier. Il ne leur reste plus rien à manger que 3 barres de nougat Tom et Jerry. Alors tant pis. Le 5e jour, ils décident de descendre tout seuls. Avec la mousse des tapis de sol, Doug se fabrique des coussinets pour ses genoux. Et Clive bande les côtes de Chris avec une chemise. Et ils attaquent un périple de 50 km jusqu'au village d'Ascol. Sauf que ça, ils ne le savent pas. Mais entre-temps, Mo est arrivé au village. Et il est tombé sur Nick. Oh merde! Je pensais que vous étiez tous morts. Et au moment où le trio se lance dans la descente depuis le camp de base, il voit arriver Nick, avec des porteurs, et avec des vivres, et avec des médicaments antidouleurs, et avec surtout des branchages pour faire une civière. Et pendant 3 jours, les porteurs, avec d'infinies précautions, descendent Doug vers le village. Et tout d'un coup, le pilote, un gros Pakistanais avec 2 flingues à la ceinture, descend. J'ai qu'une seule place. Et c'est pour le blessé. Mais pas de problème, hein. Je serai de retour dans 4 heures. L'hélico décolle, il arrive au-dessus du village. Et là, vous n'allez pas le croire, le moteur de l'hélico s'arrête dans un bruit de ferraille et l'hélico vient s'écraser sur les rochers, 7 mètres plus bas. Heureusement, personne n'est blessé. Doug et ses 2 jambes cassées est sauvé. Mais là-haut, les autres attendent. Et notamment Chris et ses côtes cassées, qui toussent comme un soudard et qui a sans doute une pneumonie. Et là, je vous la fais courte, mais Chris va descendre à pied, en hurlant de douleur à chaque pas. Aujourd'hui, Doug Scott a 77 ans et Chris Bonington 84 ans. Et jusqu'en 2001, ils sont restés les seuls humains à avoir vaincu l'ogre. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. J'ai adoré écrire cette histoire, éditée dans votre maison d'édition, Catherine Destivelle, les éditions du Mont Blanc. La première ascension de l'ogre, un livre de Doug Scott. Il y a d'ailleurs une suite à cette histoire que je n'ai pas eu le temps de raconter, c'est que l'année d'après, ils repartent dans la même région, Doug et Nick, ensemble. Et qui se termine dramatiquement. Ouais, ils sont pris dans une avalanche et Nick est tué. Ouais. En fait, Doug, il a fait plus de 60 expéditions. En Népal, au Tibet, un peu partout en Inde. Et donc, il y a eu souvent des morts, en fait. Ouais. Ouais. Mais c'est un miracle, du coup, qu'il soit arrivé à cet âge canonique de 77 ans. Il n'y a pas beaucoup d'alpinistes de ce niveau-là, finalement. On dit que les meilleurs alpinistes Sont morts. meurent dans leur lit. Meurent dans leur lit. Ben oui, parce qu'en fait, les meilleurs, c'est ceux qui ont réussi à déjouer les dangers et les risques. Et du coup, c'est l'alpiniste qui est prudent, qui arrive à rester vivant. Donc il y a Doug Scott et Chris Bonington, tous les deux sont des vieillards bien vivants. Et ils sont des héros en Grande-Bretagne. Ah ben c'est les plus grands alpinistes actuels, hein. Même dans le monde. Hein. On vient de leur remettre d'ailleurs, il y a 2 ans et 4 ans, le Piolet d'or carrière. Voilà, c'est des grands monsieur. Ce sont des seigneurs. Voilà, des grands monsieur. Et ils continuent à grimper, les deux. Ah bon ? Oui, les deux sont encore très 77 actifs. et 84 ? Ah oui, très actifs. Ils ratent pas une occasion pour repartir à droite à gauche. J'ai pas menti quand j'ai dit que cette histoire était absolument mythique dans le monde de l'alpinisme. Complètement. Moi, depuis 77, moi, je débutais l'escalade. J'avais débuté de 3 ans avant. Je connaissais cette histoire. Et cette histoire m'avait hautement impressionné. Ben, alors, je connaissais pas tous les détails. Je savais qu'il était rentré à 4 pattes. Oui, à 4 pattes, ouais. Mais moi, ça m'a en tout cas beaucoup, beaucoup inspiré lorsque j'ai eu moi-même un accident du même acabit. Vous avez eu, oui, voilà, c'est ça, dans l'Antarctique, je crois. Hein. Oui. Ouais. C'est-à-dire, vous vous êtes cassé la jambe, quoi. En Antarctique, je me suis cassé une jambe, mais c'était une fracture ouverte.
Ouais. Alors moi, je savais pas que lui, il avait les deux jambes, je savais, mais je pensais que c'était ouvert aussi. Bon, lui, c'était pas ouvert. Moi, c'était une fracture ouverte. Ouais. Parce que sinon, j'aurais peut-être perdu le moral. Parce que c'était un peu plus grave, quoi. Quand c'est ouvert, c'est quand même pas la même chose. Mais c'est son histoire qui vous a aidé à mais tenir. complètement. J'ai pensé à lui, je me suis dit, il a survécu à ça, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas non plus. Après, on était dans des contrées différentes. C'est compliqué d'aller en Antarctique. On arrive à Punta Arenas. De là, il y avait un Hercule qui est affrété pour emmener des gens. 8 heures de vol, quand même, l'avion. On est loin de tout, là. Voilà. Et là, il se pose sur de la glace, vive, l'avion. J'étais avec Eric Decamp, mon compagnon de cordée, et mon mari ensuite. On est tous les deux dans cet avion. Et puis, à un moment donné, le pilote nous dit où est-ce qu'on vous pose? Alors, on voit des montagnes magnifiques, vraiment, en mixte, en rocher. Vous les choisissez de visu? Ben oui, comme ça, par le hublot, c'est étonnant, j'avais jamais fait ça de ma vie. Posez-nous là. Bon, alors, l'avion se pose sur comme une plaine de blanche, c'est que de la neige, en fait, de la glace. Il nous pose, et puis en disant, ok, vous nous ferez signe tous les soirs si vous voulez, on est en vacation radio tous les soirs, si vous voulez nous appeler, vous pouvez nous appeler, on vient vous chercher dans un mois. Bon, ah oui. Très bien, on est là, alors ils repartent, et puis nous voilà tous les deux en autonomie complète pour un mois, avec, on avait une espèce de traîneau dans lequel on avait mis toute notre nourriture, notre barda pour dormir, et puis le matériel d'alpinisme. En Antarctique, alors on a compris que c'est paumé de chez paumé, on est plus éloigné encore des secours que dans l'Himalaya. Il n'y a pas de secours possible. Il n'y a personne, il n'y a pas d'hélico, il n'y a personne. Ouais. Il y a juste cette petite avion, ce Twin Otter, qui peut emmener éventuellement des alpinistes et qui vient une fois au pied. Et qui vient, si on l'appelle, il viendra. Mais là, on fait cette voie, tous les deux. Et alors, ce qui est pratique en Antarctique, c'est comme il fait jour tout le temps l'été, on n'a pas besoin de gros matériel de bivouac. Alors qu'on part tous les deux avec un sac très léger, on monte tous les deux en solo, puis 100 mètres sous le sommet, je trouve que ça devient délicat. Et on décide de prendre la corde. On avait une corde. On s'assure, on arrive au sommet, tout content, puis on fait des photos, puis je sais pas ce que j'ai fait, j'ai bougé trop vite, quoi. Je bouge trop vite, je perds l'équilibre, parce que mon pied est tombé, s'est mis sur un endroit mou, et je perds l'équilibre, mais en arrière. Première galipette, deuxième, là, moi, je me vois morte. Je me dis, en plus, je m'en veux, parce que je me dis, en plus, je vais entraîner Eric dans c'est stupide, de tomber comme ça. Par ma faute, il va mourir aussi. Et puis enfin, la corde s'arrête. Et là, j'avoue que j'ai pas eu... J'étais tellement contente d'être en vie que j'avais pas mal, nulle part. Et puis, je vois qu'il y a un peu de sang sur la neige. Et puis, je me dis, tiens, mais ça vient d'où? Vraiment, j'avais pas mal. Et je vois que ma jambe droite faisait un drôle d'angle. Et bon, voilà. Il vous a descendu. Alors, je soulève le pantalon, fracture ouverte. Il ne pouvait pas me descendre là. J'étais obligée de remonter, de ramper. Alors, j'ai fait ramper comme Chris, à la Doug Scott, un peu sur la gauche pour rejoindre l'arrêt sommitale parce qu'il fallait redescendre par la voie qu'on venait de gravir. C'est le seul endroit qu'on connaissait. Et là, il a commencé à me descendre. On faisait des petits rappels il me descendait bout de corde. Après, il faisait un petit rappel. Heureusement que c'était raide. Comme ça, voilà. Mais par contre, moi, j'étais obligée d'être vigilante, faire des relais, etc. Avec des sangles, avec des il vous reste vos bras et vos mains, voilà. Ce qui vous permet de... Et j'ai une jambe quand même. Je peux être en appui sur une. Lui, il a les deux cassés quand même. Hein. Lui, il avait les deux cassés. Alors, il avait les deux genoux. Alors, j'adore ce passage où il est donc décidé... On est en 1977, dans les années qui suivent, mai 68, et il est décidé qu'il n'y aura pas de chef, et que ça fonctionnera dans une forme d'autogestion, c'est-à-dire que chacun agira en fonction de son expérience et de sa personnalité, écrit Doug Scott. Ça se fait plus, ça, ou si? Si, ça peut se faire encore. Mais bon, ça marche pas forcément très bien. On le voit d'ailleurs parce que... Si, ça peut se faire, mais sur des petites expéditions, on va dire. Souvent, maintenant, les expéditions, elles se font en style alpin. C'est-à-dire sans porteur. Voilà. Hein, sans porteur, sans... De trois types qui sont accrochés l'un à l'autre et qui montent ensemble. Et qui montent comme s'ils étaient dans les Alpes. Est-ce que c'est pas l'absence de chef qui conduit à ces dissensions qui sont quand même assez dramatiques dans ce genre d'expédition? Oui, surtout quand il y a des égos assez développés. Et il y en a là, manifestement. Là, il y en a deux, en tout cas, qui sont avérés, oui, des vrais chefs, en fait. Et, il y avait des rivalités de chefs, forcément. Le premier qui va mettre le pied là-haut va... voilà, c'est le premier. Ce ne sera pas le deuxième. vous, par exemple, vous aimez qu'il y ait un chef ou vous aimez l'autogestion? Alors moi, j'ai jamais fait de grosses expéditions. J'ai toujours fait des petites expéditions. Ah non, sauf une. J'en ai fait une. Vous avez fait un 8000 dans l'Himalaya? Oui.
Oui, mais on était 2, donc Ah oui, bon, c'est là, il n'y a pas de chef. Non, non, c'était la face sud du Chichapangma. Mais non, au Pakistan, je suis allée une fois au Tour de Trango, où là, on était 8 ou 9. Et là, il fallait un chef, mais sauf que le chef est arrivé un mois trop tard. Ça a duré 2 mois, cette expédition. Et le chef était occupé aux États-Unis à faire plein d'autres choses. C'est Jeff Lowe. Et quand il est arrivé, il y avait pas mal de zizanie dans l'équipe, ouais, ça c'est clair. Alors, il y a ce débat aussi qui est assez marrant, parce que là aussi, on est au tout début d'une histoire, l'histoire des images dans le monde de l'alpinisme. C'est ce débat autour de la caméra. J'adore l'expression de Doug Scott. Il dit « Jusque-là, je faisais de la montagne sans faire d'histoire. » Oui, faire des images, ça demande des efforts. Il faut plus. De plus, voilà, il faut prendre le temps de filmer, de faire des photos, et du coup, ça prend un peu d'énergie et on a qu'une envie, souvent, c'est de profiter du moment, mais pas de se préoccuper de ça. Et donc ça. Mais ça se fait encore aujourd'hui de partir sans caméra ? Oui. Non. Oh bah si. Si, vous l'avez fait, maintenant. vous ? Ah bah oui, moi très souvent. Très Vous souvent. faites pas d'histoire, vous non plus. Mais et après, quand on vit de l'escalade, de la montagne, on est un peu obligé. Parce que si on n'en parle pas, personne ne va nous soutenir. C'est le sponsoring qui amène les Et images. voilà, on est obligé de ça. Ça enlève quelque chose d'avoir la caméra par rapport à l'expérience intime qu'on peut vivre sans images. On l'oublie. Alors que si c'est un drone ou même les hélicoptères, quand ils viennent de loin, de toute façon, ils ne s'approchent pas trop. Parce que ça fait du vent, ça fait du bruit. En général, ils restent assez à distance. Et moi, ce que j'avais, c'est qu'ils restaient à distance. Donc ça ne me gênait pas forcément. Puis ils ne restent pas longtemps. Ils restent 1 minute. Et puis après, hop, ils s'en vont. Ils font leur image. Mais non, ça va. Ça ne perturbe pas trop. Alors évidemment, l'épisode des séparatistes est très intéressant. D'abord, on ne s'y attend pas. Parce qu'au fond, je me disais, moi, que comme dans ce genre d'aventure, il ne pouvait pas y avoir de place pour ce genre de crise entre êtres humains, alors sans doute ça n'existait pas. Et au fond, cette histoire nous ramène à la réalité. Ça arrive, Catherine. Bien sûr, ça arrive. Ça arrive. Oui, et puis tout d'un coup, il y en a un qui sent des ailes et qui se dit moi je suis en forme, je vois pas pourquoi j'attendrais que les autres soient en forme. Il fait beau, j'y vais. C'est un peu égoïste, hein. C'est un peu égoïste. Mais est-ce que dans ce truc-là, à ce moment-là, il y a ça sera moi le premier? Je pense. Ouais. Je pense. Puis de toute façon, ensuite, on a bien vu la carrière qu'ils ont fait. Ces 2 alpinistes, voilà, ils ont fait une belle carrière. Ouais. Mais parce qu'ils ont été pushy, comme on dit. C'est compliqué parce que l'alpinisme, normalement, tel que ça nous est souvent raconté, avant tout, c'est un homme face à la montagne, charnellement. Des gens comme vous la tiennent à la main, la montagne. Vous montez sans corde, avec vos doigts, avec vos mains. C'est charnel. Et on nous dit que c'est presque... c'est une histoire d'homme à montagne, quoi. Et puis là, tout d'un coup, apparaît une histoire d'ego. Je veux être le premier, je veux être... D'ailleurs, il y a un moment que je n'ai pas raconté, mais où Chris, dès qu'ils ont vaincu le sommet, la première phrase qui lui vient à l'esprit, c'est de dire « On va faire un bon bouquin, on va gagner des sous ». Oui, mais c'est très contradictoire, effectivement. Mais en même temps, c'est pour déjà se montrer, prouver à lui-même qu'il est capable. Puis en plus, si on peut le dire aux autres, c'est encore mieux. Et alors, ça génère, ce départ des 2 séparatistes, chez les autres, un mélange d'énervement, de jalousie et d'admiration. Oui, d'admiration, bon. C'est assez ambivalent, leurs sentiments. Bien sûr, et puis de frustration, parce qu'eux, ils peuvent pas y aller vu qu'ils sont crevés. Oui. Du coup, c'est terrible. Et je trouve qu'ils sont de bonne composition. Ça aurait pu vraiment les scinder l'équipe complètement. Hein. Ah oui. Ils ont le pardon facile, quand même. Oui, j'ai trouvé. Oui. Parce que, moi, on me fait ce coup-là, je suis pas... Vous leur adressez pas la parole Non, c'est un pas bon vrai. moment. Mais Moi, je vous le jure. sur le coup, Je leur parle pas pendant 15 jours. On doit être vert, quoi. Ouais. Se dire, je suis là, j'ai fait tout ça, on leur a tracé un peu la route, et puis hop, le moment venu, ils se barrent sans nous. Ça se fait pas, quoi. Une chose qui m'a marqué dans le livre, et j'ai pas pu faire plus que ce qu'il y avait dans le livre, quand ils arrivent au sommet, c'est le but de toute cette expédition. Il n'y a pas d'effusion. Il n'y a pas la trace du début d'une joie et d'un bonheur. Dans le livre, c'est décrit de manière extrêmement simple, plate, un peu britannique dans le côté pudique. Oui, alors le sommet, c'est vrai que c'est un moment particulier parce que on l'a voulu, mais faut pas traîner, quoi. Il y a encore toute la descente à faire, et souvent les descentes sont plus compliquées. Donc on est content, mais voilà, il faut absolument descendre, et je comprends tout à fait leur attitude de pas s'épancher. Ils ont dû faire quand même une photo, mais c'est tout, pas plus. Et la photo, et on redescend vite.
Et ça ne vaudra que si on rentre vivant, bien entendu. Exactement. De ce que vous savez, vous, de votre propre expérience, qu'est-ce qui donne à Doug Scott l'énergie de ramper du sommet de l'Ogre jusqu'au camp de base? L'énergie, de toute façon, il n'a pas le choix. Il a envie de vivre. Il n'a pas le choix. Il n'y a personne pour aller le chercher s'il ne le fait pas. Personne ne peut le porter. Donc, si il bouge pas lui-même, il y passe, c'est tout. De toute façon, c'est la base de l'alpinisme que d'envisager les choses mètre après mètre. Oui, c'est vrai. Mais quand on n'a plus le choix, il faut juste pas penser à ce qu'on fait. Et c'est assez bizarre d'ailleurs comme phénomène dans la tête. C'est faire mètre par mètre, quoi. Pas vraiment penser, on devient un peu bestiaux, quoi. Ouais. On se dit, bon, allez, je réfléchis plus, je le fais, quoi. C'est une formidable histoire dont je ne vous ai raconté peut-être que 10%. Je vous invite donc à lire le reste dans ce livre qui paraît aux éditions du Mont Blanc, dont Catherine Destivelle est la directrice. Un livre de Doug Scott qui s'appelle La première ascension de l'Ogre. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.